Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme parce que cette vidéo va diviser. En effet, dans cette vidéo, je vais parler d'acteurs que je considère comme surcotés et il y a au moins 90% de chances pour que vous ne soyez pas forcément d'accord, étant donné que la plupart des acteurs que je vais citer, vous les connaissez et vous les appréciez, sans aucun doute. Cependant, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tomber dans la critique facile, je ne vais pas simplement critiquer pour critiquer, je vais apporter bien évidemment des arguments que j'estime tangibles et solides, qui peuvent s'écouter, même si je suis conscient que certains d'entre vous vont pas forcément être d'accord. Et vous inquiétez pas, j'ai prévu le coup, à chaque fois que je parlerai d'un acteur que je considère comme surcoté, je vous parlerai d'un acteur que je considère comme sous-coté, pour contrebalancer un petit peu. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais parler d'un acteur que je considère surcoté et sous-coté, côté acteur français, Cocorico. Mais avant de continuer cette vidéo, je vais être forcé de vous demander à vous qui me regardez régulièrement sans être abonné, vous êtes plus de 60% à me regarder régulièrement sans être abonné, les gars, c'est pas sérieux, à chaque fois je vous le dis, ça vous coûte rien, abonnez-vous s'il vous plaît. Et vous me laissez pas le choix, je vais devoir sortir l'artillerie lourde, et je m'excuse auprès de ceux, mes fidèles, qui sont abonnés depuis toujours ou qui sont abonnés récemment. Je sais que ce message est chiant, vous avez pas envie de l'entendre mais j'ai pas le choix, c'est sympa. Abonnez-vous, regardez-le franchement, et regardez-moi ce petit bonhomme. Vous voulez pas vous abonner juste pour lui, quoi? Regardez Pampan. Franchement, rien que pour sa présence, il mérite l'abonnement. Regardez-le comment il est mignon avec ses petites dents, son petit doigt porté vers l'avenir et ses petites oreilles. Si vous me regardez régulièrement sans être abonné, vous lui faites mal à son petit cœur là. Pampan souffre à cause de vous. Donc, pour qu'il arrête de souffrir, abonne-toi. Merci mon ref. Allez, je le pose ici. Il est hors champ, mais vous inquiétez pas, il surveille. Il vous regarde. Comme acteur surcoté que je mets en numéro 10, je vais citer Sam Worthington. Vous le connaissez tous, bien évidemment, à travers son rôle dans Avatar, et certains d'entre vous, les plus cinéphiles, le connaissent à travers ses prestations dans La Colère des Titans et sa suite. Une suite qui est meilleure que le premier volet, et autant dire que c'était pas si compliqué de faire mieux que La Chute des Titans, c'était vraiment la grosse déception de 2010. Mais le premier film à avoir vraiment révélé Sam Worthington aux yeux du grand public, c'est dans Terminator Salvation, avec Christian Bale. Un film que personne n'attendait, il ne voulait spécialement, mais qui pourtant a quelques qualités. C'est un film qui se prend un peu trop au sérieux, mais qui a une esthétique qui est juste sublime. Et Sam Worthington, malgré son statut d'immense star d'origine australienne, malgré le fait qu'il ait réussi à percer Hollywood, malgré le fait que James Cameron l'ait engagé dans Avatar 1, 2, puis les suites qui vont venir, et malgré tout, c'est pas l'acteur qui était censé casser la baraque comme c'était prévu vers 2009, quand il avait popé via Terminator en début d'année et dans Avatar. Après ces films-là, il a enchaîné dans quelques grosses productions, notamment à La Colère des Titans, Dos au mur, ce genre de film, mais malgré le fait qu'il soit beau gosse, malgré le fait qu'il ait une voix avec qui en impose avec son accent australien, malgré le fait qu'il ait ses qualités indéniables, ça matche pas. Il accroche pas tellement et il ne procure pas, on va dire, cette émotion, ce truc qu'ont les acteurs, qu'ont les acteurs de talent. Je veux dire, sa présence n'est pas antipathique quand il passe à l'écran, c'est pas un acteur qui va vous révulser, mais il n'a pas ce truc, il n'a pas cette fibre, il n'a pas cette énergie, il n'a pas ce truc, quoi. J'ai pas d'autre mot à dire, et c'est pour ça que Sam Worthington, à chaque fois que je le vois, je le reconnais en mode « Ah, c'est le mec d'Avatar et c'est le mec de Terminator ». Donc malgré la sympathie que j'ai pour lui, je le considère comme largement surcoté. Donc on va dire que je prends pas tellement de risques en démarrant avec lui, mais c'est juste pour démarrer en douceur. Pour contrecarrer, j'ai envie de parler d'un acteur qui est pour moi sous-coté, parce que je le trouve hyper talentueux et pas vraiment récompensé à sa juste valeur, c'est Sam Rockwell. Ce mec-là a joué dans à peu près tous les styles, films indépendants, blockbuster, voilà, on l'a vu dans Iron Man 2 par exemple, il jouait un très bon méchant, un très bon antagoniste, mais si on le connaît principalement, c'est pour son rôle dans La Ligne Verte, où il était juste génial dans le rôle de Billy the Kid. Pour moi, c'était peut-être le rôle de sa carrière, mais cependant, dans tous les autres films où j'ai pu le voir, je trouvais qu'il avait ce truc. Il crève l'écran, il a cette énergie, il a ce côté un peu fun, il a cet acting, il a cette particularité, et c'est pour ça qu'à chaque fois que je le vois, il crève l'écran, même dans des rôles assez mineurs. Un de ses rôles que je préfère, c'est dans Les Associés avec Nicolas Cage, excellent film que je vous conseille, un film de Ridley Scott qui paraît pas, mais qui est vraiment fun. Oui, Ridley Scott n'a pas réalisé que des gros blockbusters de malades avec des extraterrestres ou des péplums, il a aussi réalisé des petits films quasi indépendants, et là pour le coup il réussit à nous sortir un super combo quoi. Nicolas Cage au top de sa folie, puis Sam Rockwell au top de sa coolitude. En numéro 8, alors là ça va commencer à grincer des dents, je vais citer comme acteur surcoté Henry Cavill. Je ne comprends pas le succès de cet acteur, hormis grâce au fait qu'il soit beau gosse, hyper charismatique, qu'il ait toutes les qualités du genre idéal. Cependant, en termes d'acting, il est très limité, le père Cavill. Oui, moi aussi j'aime bien le voir, oui, moi aussi je l'aime bien dans le rôle de Superman, oui, moi aussi je l'ai kiffé dans Mission Impossible, et je l'ai également kiffé dans ce film, qui pour moi d'ailleurs, c'est pour moi dans ce film où il a sa meilleure prestation, parce qu'il sort un petit peu du lot par rapport à ce qu'il nous avait proposé jusqu'ici. Cependant, pour moi, il est beaucoup trop yes life pour avoir vraiment
ce truc, voilà, il est trop beau gosse, il est trop charismatique, il est beaucoup trop, on va dire, c'est pas un acteur, je le vois plus limite comme un influenceur qu'autre chose. Ça n'enlève rien au fait qu'il n'a pas de présence. Quand il rentre dans une caisse, forcément, on ne voit que lui de par sa carrure, de par sa belle gueule, etc. Mais en termes d'acting, j'estime qu'il n'a pas cette chose, il n'a pas ce truc qui le fait se démarquer. Alors après, bon, bien sûr, hein, voilà, je comprends ceux qui adorent Man of Steel, ceux qui adorent The Witcher, ok, je comprends que ça vous fasse un peu sursauter, et vous avez le droit de donner votre avis dans les commentaires, les gars, la section commentaires est là pour ça. Je trouve qu'en termes d'acting, on a mieux. Et pour contrecarrer, justement, je vais vous parler d'un autre acteur beau gosse qui, pour moi, crève l'écran à chaque apparition, et qui pourtant, je ne sais pas pour quelle raison, n'est pas considéré comme un grand acteur, enfin, à sa juste valeur, c'est Brad Pitt. Brad Pitt aura réussi l'exploit de mixer beauté masculine, enfin perfection masculine, et en même temps acting juste grandiose. Et surtout, le truc qui est très fort avec Brad Pitt, c'est que il s'est presque jamais planté dans sa carrière. Il n'a presque pas de films mauvais à son actif. C'est quasiment que des blockbusters de réalisateurs connus comme David Fincher, Wolfgang Petersen, Steven Soderbergh ou des mecs comme ça. Et puis même quand il joue dans des petits films, eh ben j'estime qu'il... Voilà, je veux dire, dès qu'il est devant l'objectif, on ne retient que lui, on ne voit que lui. Comme c'est le cas par exemple dans California, un de ses premiers rôles, un rôle d'ailleurs, je crois que c'est le seul rôle où il incarne un méchant, ou dans d'autres films au style presque indépendant, et quasiment qu'on finit oublié, mais qui pourtant ont énormément de qualité du point de vue visuel, technique, etc. Comme par exemple Kogan, Kill Them Softly, où il joue un tueur à gages, enfin excellent, je pourrais faire une vidéo entière pour vanter Brad Pitt. Bon, je considère que Brad Pitt est arrivé sur Terre pour nous rappeler à quel point nous, les simples mortels, nous sommes insignifiants à côté de sa beauté et de son talent, mais je trouve que malheureusement Brad Pitt souffre un petit peu trop de l'étiquette simple beau gosse. Non, non, il va bien au-delà de cette qualité. Le mec arrive à transmettre des émotions, il arrive à transmettre de la coolitude. Enfin, d'un côté, on lui reproche principalement que ça, que d'être cool. Et c'est vrai qu'il est méga cool, quoi qu'il fasse, juste à boire son café, je veux dire, moi je tombe amoureux, quoi. Le mec, il est juste parfait. Cependant, il y a des rôles où il crève l'écran, où il est juste incroyable, et où il sait vraiment vous prendre aux tripes, comme c'était le cas par exemple pour Ad Astra, où je l'ai trouvé vraiment profond, vraiment puissant, vraiment touchant. Également, on peut soulever sa prestation dans Les Transistors de Benjamin Button. En soi, il a un jeu assez monolithique, je l'admets, mais il a quand même, on va dire, il a ce truc. Hein. Je ne peux pas l'expliquer, justement, c'est aussi ça qui fait qu'un acteur surclasse les autres. C'est très souvent par ce facteur un peu mystérieux, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à l'expliquer, mais on le trouve juste grandiose. En numéro 8, alors là, ça va encore plus diviser, je mets Tom Hardy. Tom Hardy m'a énormément déçu au cours des années 2010. Tom Hardy, c'était un grand acteur anglais prometteur qui nous avait tous bluffé dans Bronson. Auparavant, il avait eu que des petits rôles, des seconds rôles dans des films excellents, comme par exemple Layer Cake, mais bon, voilà, il était là, mais c'est pas pour autant qu'il crevait vraiment l'écran, qu'il était vraiment indispensable pour ce film. Cependant, je vous le conseille d'urgence, film que vous pouvez trouver sur Netflix. Excellent film de gangster, excellent film anglais. Et donc Tom Hardy, moi, m'a pas mal déçu au cours des années 2010. Je l'ai adoré dans Bronson, je l'ai surkiffé dans Warrior, mais après ça, je trouve qu'il a un peu trop, surjoué ce qu'il avait démarré dans, dans Des Hommes sans loi, c'est-à-dire un type qui grogne, bougon. Il me fait un peu penser au jeu de Norman Reedus dans The Walking Dead dans les dernières saisons, c'est-à-dire que il fait presque plus de dialogue, quoi. Il marmonne juste dans sa moustache, et il surjoue le dur. Et ça, j'avoue que une fois, deux fois, c'est cool, mais quand tu surjoues ça, ça commence à être lourdingue. Et le truc, c'est que il s'est malheureusement enchevêtré dans des grosses productions, des gros blockbusters comme Venom, par exemple. On a tous souffert quand on l'a vu là-dedans, à part les meufs, bien sûr. Et personnellement, j'ai pas du tout apprécié sa prestation dans Peaky Blinders, où il surjoue le mec énervé, où il gueule devant Cillian Murphy. Et ça, moi, j'ai beaucoup de mal avec les acteurs qui hurlent, qui en font des caisses. Quand c'est pour des comédies, je veux bien, mais quand c'est pour les trucs sérieux, justement, je trouve que ça va pas. Par exemple, on n'a jamais vu Robert De Niro gueuler dans un rôle. Généralement, le mec, il transmet ses émotions par le regard, par les silences. Il sait vous dominer par le silence. Et là, le truc, c'est que Tom Hardy a un peu joué sur cette facilité, à jouer le mec super énervé, et je trouve que ça passe pas. C'est surjouer le mec trop vénère, c'est pas forcément une preuve de grande marque d'acting. Moi, j'ai l'impression que Tom Hardy a tout donné dans la fin des années 2000, début 2010, pour un peu s'imposer à Hollywood, et puis une fois que, une fois que son empreinte est posée, voilà, plus besoin de trop s'emmerder. On a bien vu par exemple aussi avec ce film que j'ai trouvé juste grotesque. Vraiment, c'est vraiment un film qui est fait uniquement pour le pognon, pour le chèque. Puis la suite de ces films, il n'y en a pas tant que ça qui ont vraiment marqué les esprits. Je reste bien évidemment, je ne vais pas dire traumatisé, mais marqué par Warrior, que j'ai trouvé incroyable. Mais bon, c'est parce qu'il faut aussi un super duo avec Joel Edgerton, Frank Grillo et également Nick Nolte, un film excellent que je vous conseille. Et quoi qu'il en soit, pour revenir à ses prestations, après, même dans Mad Max, par exemple, il aurait très bien pu être remplacé par un mec comme Chris Hemsworth ou des gars comme ça, on n'aurait même pas vu la différence. Donc Tom Hardy, c'est malheureux, mais même si on l'a tous plus ou moins kiffé dans le rôle de Bane dans The Dark Knight Rises,
c'était pas non plus la performance du siècle, et j'ajoute même que d'ailleurs sa performance dans Inception, et comme dans tous les films de Nolan, c'est une prestation, on va dire, qui est... Enfin, c'est de la sous-traitance, quoi. Christopher Nolan a cette faculté, comme l'avait dit un abonné, d'extirper toute l'énergie vitale de ses acteurs, à part par exemple pour des mecs comme Matthew McConaughey dans Interstellar ou Heath Ledger dans The Dark Knight. Le gros de ses autres acteurs, je sais pas, il arrive à leur sucrer toute leur énergie vitale, ce qui faisait que ces acteurs-là ont du talent en temps normal, et dès qu'ils jouent dans un Nolan, les mecs se sont hyper effacés, sont hyper froids, ont un jeu très monolithique, et dans, comment ça s'appelle, pas forcément monolithique, mais plus, on va dire, vraiment très standard, hein, vraiment au minimum syndical, et dans son jeu, Tom Hardy dans Inception n'est pas incroyable et pas ouf, quoi. Bref, c'était mon avis sur Tom Hardy, ça n'empêche rien au fait que je trouve le gars super sympatoche, et je kiffe le voir, mais en termes d'acting, c'est plus tellement ça. Pour contrecarrer, j'ai envie de parler d'un autre acteur anglais, et oui, cet acteur est anglais, c'est Robert Pattinson, qui justement a surpris les cinéphiles avec ses prestations post-Twilight. Parce que si Robert Pattinson est connu, c'est principalement pour Twilight, et on est d'accord que c'est pas la perf du siècle. Mais ce film-là n'était pas non plus le film du siècle, c'était juste un film pour ados, qui a eu un succès que personne n'attendait, puis le mec, on sent bien qu'il a voulu se détacher de l'image de Robert Cullen, quoi, et c'est pour ça qu'après, il n'a pas que pris des rôles où il avait vraiment le premier rôle, où il était en tête d'affiche, non, il s'est assez effacé, il a joué dans pas mal de films où il avait un second rôle, où il était un peu plus en retrait, comme ce film par exemple sur James Dean, il a su, on va dire, mettre son ego de côté, et je trouve que vraiment, il a vraiment explosé pour moi, c'est dans The Lighthouse que j'ai trouvé juste excellent, super film, où quelque part il se met pas en scène comme un mec ultra beau gosse et viril comme il l'avait fait auparavant, enfin viril peut-être pas, mais je veux dire, dans ce film, voilà, il se fait, le pauvre il serait malmené, il se fait victime par ce boomer incarné par l'excellent William Dafoe, enfin, ce film je pourrais vous en parler pendant des heures, mais il est juste génial, quoi. Comment dire, bref, pour moi Robert Pattinson c'est vraiment un acteur qui est trop sous-coté, il est trop malheureusement rattaché à l'image qu'il avait dans Twilight, mais il a bien plus de talent que ça, je l'ai trouvé très bon dans Batman, hein, et je sais que beaucoup vont me sauter dessus parce que oh là là, The Batman c'était une merde, machin, non je suis pas d'accord, The Batman est un bon film, il a ses défauts, c'est un sous-seven, je suis d'accord, mais du point de l'esthétique, de l'ambiance, de la musique, du jeu d'acteur, notamment via Jeffrey Wright ou des mecs comme ça. C'est un film que je trouvais vraiment regardable, vraiment cool, vraiment bon, même Colin Farrell était excellent dans le rôle du pingouin, pareil, un acteur que j'aurais pu mettre dans les sous-côtés, mais Pattinson, je trouve que il a ce truc, il a cette humanité, il a cette violence en lui, il a cette énergie, il a cette brutalité, parce que le mec, il veut se battre avec tout le monde, hein, les flics, les criminels, il fait de cadeaux à personne, et comment dire, bref, je trouve que Pattinson n'a encore rien donné, à mon avis, on est encore qu'à ses débuts en termes de... Je pense qu'il nous prépare des trucs de dingue, je pense que Pattinson, lui, va éclore, va exploser dans sa quarantaine, je pense qu'il va nous produire des films de dingue, c'est mon avis. En tout cas, pour moi, il a un gros potentiel d'acting, il a une voix, il a un charisme, il a un visage, enfin, il a cette gueule, il a ce corps, il a tout pour être, un des futurs grands acteurs de sa génération. En numéro 7, un acteur hyper populaire en ce moment, c'est Pedro Pascal. Je le trouve trop surcoté comme mec. Et comme vous, je l'adore, j'aime bien sa gueule, j'aime bien son côté simple, j'aime bien... Parce qu'en fait, il a pas une gueule d'acteur, il a une gueule de mec normal, quoi. Et surtout, son jeu est relativement cool, parce qu'il joue généralement des mecs plutôt relax, plutôt chill. Même si j'ai détesté The Last of Us, j'ai bien aimé dans son rôle de Joel, je l'admets, même s'il colle pas vraiment, j'estime, au personnage du jeu vidéo, je trouve qu'il a réussi quelque part à créer un petit peu, à réinventer de sa mythologie, sans pour autant que ce soit flamboyant, bien sûr. Je l'avais bien aimé par exemple, dans Triple Frontière, excellent film Netflix que je pense pas beaucoup d'entre vous ont vu, mais que je conseille. Je l'ai bien aimé dans Wonder Woman 1984, le film est pourri, c'est clair, mais sa performance avait ce petit quelque chose dans cette espèce de rôle de Trump Eco Plus, mais je sais pas, le mec il est super populaire, on le voit souvent dans des trucs comme ça, mais je le trouve pas incroyable en termes d'acting. Il a un acting il a toujours la même voix, vous savez, après moi j'écoute beaucoup en VO, donc il parle un peu comme ça avec une voix enfin j'arrive pas à l'imiter parce qu'il a cet accent sud-américain, mi-américain, mais ouais, je comprends pas son succès, à part le fait que c'est un peu comme Henry Cavill, comme ces mecs-là, c'est-à-dire que je sais pas s'ils sont engagés proprement pour leur talent, mais plus pour l'image qu'ils dégagent, c'est-à-dire des mecs cool, des mecs fun, avec qui... C'est le genre de mec avec qui on a envie de passer, je sais pas, une après-midi dans un bar ou un truc comme ça, par exemple. Moi, il me dégage plus cette énergie-là, le Pedro. Après, comme encore une fois, je dis, ça me dérange pas de le voir dans des films, je vais pas être en mode « Oh putain, il y a Pedro Pascal qui joue dedans, ça me saoule », non. Mais cependant, j'ai fait un petit peu le deuil à l'idée qu'un jour, je serais potentiellement surpris par son acting. Parce que jusqu'ici, ce que j'ai vu, même si c'est pas un mauvais acteur, c'est pas non plus hyper flamboyant et inoubliable, loin de là. Pour contrecarrer, je vais parler d'un autre acteur, alors il est un peu plus âgé, mais c'est un acteur que j'adore, c'est Woody Harrelson, qui lui est un petit peu touche-à-tout. Lui, il est très bon aussi bien dans la comédie que dans le registre
loufoque, enfin c'est même d'ailleurs, il est même plus connu d'ailleurs pour ses rôles de personnages loufoques, comme on a pu voir dans Zombieland ou dans Tueur Né par exemple, où il est génial, mais je trouve qu'il a quand même ce petit truc dans les rôles dramatiques, et je l'ai trouvé vraiment, déjà très antipathique et vraiment toxique dans l'excellent Out of the Furnace. Et ce film rassemble tous les super acteurs du moment, quoi. Willem Dafoe, Christian Bale, Casey Affleck, Woody Harrelson, Forest Whitaker, excellent Forest Whitaker, trop sous-coté comme acteur, et donc Woody Harrelson, j'ai adoré dans Out of the Furnace, enfin le film je l'ai surkiffé, c'est un de mes préférés, un de mes 10 films préférés je pense, et j'ai trouvé également très touchant dans l'affaire José Ames, film, ceux qui, c'est un des films qui m'a poussé à avoir une certaine forme de conscience féministe, je vais pas vous mentir, il a pas mal influencé à ce niveau-là, un film social sur l'Amérique, les États-Unis du début des années 2000, les meufs qui vont bosser dans les mines, tout ça, qui sont en grosse galère, qui se font malmener par les mecs. D'ailleurs, il y a un Jeremy Renner là-dedans qui est infernal de misogynie, enfin c'est un truc vraiment dingue, enfin c'est un film qui est vraiment excellent, je vous le conseille. Et c'est pas un film, attention, qui va tomber dans les grosses ficelles du féminisme hardcore, c'est pas du tout Barbie, on n'est pas du tout dans ce délire-là, on est plus dans un féminisme social, réaliste, humain, donc c'est pour ça que j'adore ce film, et également j'adore la performance de Woody Harrelson, qui là joue un avocat normal, un avocat du Midwest, il a ce truc, il a cette présence, et il faut noter un truc, c'est qu'il est calviciède, Woody Harrelson, c'est-à-dire qu'il est chauve, et on n'accorde pas assez de crédit aux acteurs chauves, parce que déjà ils sont éliminés du fait parce qu'ils n'ont pas de cheveux, donc ils sont très vite éjectés dans les seconds rôles ou les rôles de mecs d'action, comme par exemple Bruce Willis ou Jason Statham, et on les retient pas assez dans les rôles dramatiques. Vous allez me dire que c'est bizarre ce que je dis, mais c'est une réalité les gars, la plupart des acteurs que vous voyez, ils ont des vaches, ils ont des cheveux, et le truc c'est que Woody Harrelson il a plus un poil sur le caillou, même s'il est super beau gosse quand on lui met une perruque. D'ailleurs avouez que c'est quand même un petit peu le sosie de Skyler White dans Breaking Bad. Il y a quelque chose, non? Donc force aux chauves, ce truc nous attrapera presque tous. Écoutez, inspirez-vous de Woody Harrelson, parce que mine de rien, c'est un acteur chauve qui est un peu trop sous-coté, et pourtant en termes de talent, ce mec-là, il mogue le gros des acteurs aussi bien de sa génération que de celle qui arrive. En numéro 6, un acteur que beaucoup d'entre vous adorent, c'est Ryan Gosling, quoi. Je suis désolé, Ryan Gosling est super beau gosse, je sais, et d'ailleurs c'est ça son problème, c'est qu'il est trop beau gosse pour être un super acteur. Alors je sais, vous allez me sortir l'argument Brad Pitt, mais Brad Pitt c'est différent. Brad Pitt il a ce... Ryan Gosling m'a jamais vraiment émerveillé, le seul rôle où j'ai trouvé bon, c'est dans The Place Beyond the Pine, excellent film que je vous conseille. Cependant, même là, même s'il a cette présence, même s'il a ce magnétisme, même s'il a cette beauté, et ça suffit pas, je suis désolé, pour en faire une grande performance, pour en faire un grand acteur. Oui, il est super beau gosse, oui, c'est cool de le voir, oui, c'était cool de le voir dans Barbie, même si le film est vraiment... c'est un acteur que je trouve pas incroyable, parce que quand je creuse un petit peu, je m'aperçois que, à part peut-être dans Danny Ballant, quand il était tout jeune, je retiens pas vraiment de grandes performances de ouf venant de sa part, c'est juste un beau gosse, au même titre que Henry Cavill, ils sont à peu près à mettre tous les deux sur le même niveau, quoi. C'est des acteurs beaux gosses, stock, parfaits physiquement, mais qui n'ont pas cette flamme, qui n'ont pas ce charisme, qui n'ont pas ce truc, comme justement Brad Pitt, quoi. C'est des écoles différentes, c'est une approche différente, c'est différent. Là, une fois de plus, je peux pas l'expliquer. Enfin si, je pourrais, j'imagine, mais je risquerais de partir dans tous les sens, on va éviter. Pour contrecarrer, je vais parler d'un acteur que je trouve là aussi trop sous-coté, c'est Will Smith. Et je sais que quand je vais dire ça, beaucoup d'entre vous vont sauter, j'en suis conscient, parce que Will Smith, c'est celui qui collectionne les blockbusters, les trucs comme ça, c'est le mec qui surjoue la coolitude absolue, mais... déjà, Will Smith a quand même une carrière de malade, je veux dire, on l'a connu dans les années 90, les années 2000, les années 2010, les années 2020, on le connaîtra encore dans les années 2030, le mec il a 55 balais, il est toujours gaulé comme un mec de 25-30, enfin bref, il est super inspirant à ce niveau-là, mais bon, je sais que ça en suffit pas pour en faire un grand acteur, mais je trouve que j'ai trouvé vraiment bon, par exemple, dans ce film Emancipation, j'ai trouvé vraiment puissant dans sa prestation, quoi. Là aussi, je peux pas l'expliquer, mais il avait ce truc, c'est que le mec, il arrive à la fois à se transcender, il arrive à passer du statut d'acteur cool, le Renoir beau gosse de Los Angeles, musclé, machin, etc., qui joue dans des gros blockbusters à la con, style Bad Boys, et en même temps, il arrive à s'extirper un peu de sa condition et à apporter une certaine force, une certaine dimension, une certaine épaisseur. Même par exemple dans Suicide Squad, je suis d'accord que ce film est bourré de défauts, je l'ai trouvé bon dans son rôle de Deadshot, je crois, je sais plus. Je l'ai trouvé bon quand il est avec sa fille, tout ça, quand il tape sur son sac de frappe, là, comment il le prend dans ses mains. J'ai trouvé qu'il avait
qu'il avait ce truc, il a réussi à me toucher, quoi. Pareil, autre film où je l'ai trouvé vraiment bon, bah, Je suis une légende. J'ai pas aimé ce film, je l'ai pas trouvé incroyable, et accrochez-vous bien, il y aura un Je suis une légende 2, ça a été officiel, et il jouera dedans, il reprendra son rôle, oui, les gars, vous rêvez pas, et cependant, bah, mine de rien, dans Je suis une légende, j'ai trouvé touchant, quoi, quand il dit adieu à son chien, quand il chiale dans le vidéo store ou je sais pas quoi, bah, il est bon, je suis désolé, il est bon dans ce rôle-là. Certains peuvent dire qu'il en fait des caisses, mais je sais pas, je l'ai trouvé bon, même si le film, je trouve, est plutôt mal, enfin, à certains moments, ils en font un petit peu de trop au niveau de l'émotionnel, tout ça, bon bref, je m'égare, mais je trouve que Will Smith souffre un petit peu d'une réputation... En numéro 5, un acteur que je déteste, c'est Jesse Eisenberg. Alors ce mec, je ne comprends pas l'engouement qu'il y a pour ce gars, parce que ce type-là ne sait pas jouer autre chose que Jesse Eisenberg, dans The Social Network, dans Zombieland, dans Batman vs Superman, le mec a toujours le même rôle. C'est-à-dire le mec qui parle vite, qui a une dégaine de geekos, enfin, le mec a jamais su se réinventer, même chose pour Insaisissable, le mec a toujours le même rôle, et en plus, qu'on le mette en version française ou en version originale, il a toujours le même flow, quoi. The Social Network, c'est vraiment... Enfin, il est considéré comme un des meilleurs films de tous les temps, pour moi c'est une grosse fraude, c'est un petit peu du Nolan avant Nolan, c'est-à-dire que les acteurs... C'est un petit peu le Oppenheimer avant l'heure, hein, je trouve, Social Network. Ils sont tous les deux, j'estime, à mettre sur le même plan du point de vue du surcotage. C'est-à-dire que c'est la même chose, musique omniprésente, même si c'est autre chose que pour Oppenheimer, là c'est la musique de Nine Inch Nails, enfin Trent Reznor et Atticus Ross, c'est quand même autre chose, c'est quand même un autre level, même si là je trouve que le thème en soi ne colle pas tellement par rapport, je sais pas, à d'autres films de Fincher, comme par exemple Millennium, enfin The Girl with the Grand Tattoo, où là par contre la musique fait vraiment corps et âme avec l'esthétique, vraiment il y a une alchimie qui est... Voilà, que j'ai jamais vu ça, quoi, en termes de visuellement, l'histoire en soi est vraiment insignifiante par rapport à l'autre Millennium de 2009, mais cependant, l'esthétique, la photographie et la musique, elles vont tellement ensemble que je ne décroche pas quand je regarde ce film. Bon, bref, je m'égare encore une fois, désolé, mais pour revenir à ce bon Social Network, c'est que, bah, comme pour Oppenheimer, musique omniprésente, et surtout personnage, enfin déjà histoire... Enfin, ils ont monté une épingle sur un truc, bah pour le coup, bon, qui est moins captivant que l'invention de la bombe atomique, on est d'accord, mais ça reste intéressant quand même, la création de Facebook et tout, mais je sais pas, c'est qu'il y a cette mise en scène qui est presque épileptique, il y a beaucoup trop de plans, c'est beaucoup trop nerveux, nerveux en plus, tout en je veux dire, en nous emmenant dans un monde, là, la fac d'Harvard, etc. Donc c'est pas un truc avec des explosions, des machins, des trucs de dingue comme dans un blockbuster. Mais je veux dire, le truc qui me dérange le plus, c'est l'enchaînement de dialogue non-stop. Ça fait que jacter. Et moi, j'ai l'habitude de regarder pas mal de vidéos de je sais pas, de mecs comme Elon Musk, Mark Zuckerberg. Je regarde beaucoup en interview, voir comment ils pensent, comment ils parlent, ce qu'ils disent, parce qu'il y a une différence entre ce que nous, on perçoit d'eux via les médias français et les médias américains. Et moi, j'aime bien justement parfaire mon anglais en écoutant ces mecs-là. Et le truc, c'est que quand tu regardes une interview de Heisenberg, enfin de Mark Zuckerberg, c'est le jour et la nuit entre lui et Jesse Eisenberg. Et son rôle n'a strictement rien de Zuckerbergien. Dans Social Network, Heisenberg joue Heisenberg, il ne joue pas Zuckerberg. Zuckerberg est un mec plutôt effacé, qui mâche ses mots, qui parle quand il y a des choses à dire, alors que Heisenberg, c'est un mec qui est c'est une mitrailleuse, quoi. Il peut pas s'empêcher de jacter et surjouer le côté geek un peu fragile, vous voyez, un peu effacé, etc. Bref, alors après, ça collait peut-être à Heisenberg quand il était jeune, mais j'y crois moyen. Le mec, il était juste en roue libre. J'ai l'impression que Fincher s'est dit, bon allez, vas-y Coco, t'inquiète pas, lâche-toi, fais comme tu fais d'habitude, t'inquiète, moi je vais me démerder avec le montage. Enfin, j'ai détesté Social Network pour les raisons que je vous ai énumérées, et je déteste Jesse Eisenberg parce que je le trouve naze, je le trouve pas drôle, je le trouve lourd, c'est pas le genre de pote que j'aimerais avoir, je le trouve vraiment, pas antipathique, mais vraiment, ouais, lourdingue, quoi. Il a toujours le même rôle, le mec, il a jamais réussi à sortir un peu de son cocon, il est resté coincé dans Zombieland, il est resté coincé dans Social Network, il est resté coincé dans Insaisissable. Wow, réveille-toi, Jesse! Pour contrecarrer avec un acteur sous-coté que je trouve excellent, Ben Foster, génial, acteur issu de la même génération, né la même année, etc. Je l'ai trouvé vraiment très bon, surtout dans les années, non, tout le temps en fait. Ben Foster était génial dans Alpha Dog, dans 3h10 pour Yuma, dans, non pas excellent, mais il crevait l'écran dans ce film-là, c'est dans Otage, un film français, enfin un film réalisé par un Français aux États-Unis avec Bruce Willis. C'était l'époque où Bruce Willis commençait vraiment à être sur le déclin. Le film n'est pas incroyable, même s'il présente beaucoup de qualités, et j'ai trouvé Ben Foster juste incroyable, peut-être un de ses meilleurs rôles, où il joue un psychopathe, taciturne, qui parle pas beaucoup, qui est vraiment vicieux, il est vraiment très très bon. Je l'ai trouvé aussi excellent dans... alors, le titre français, c'est Comancheria, mais je sais plus c'est quoi le titre en anglais, c'est The Hell, High Water, je sais plus quoi. Mais en gros, je l'ai trouvé vraiment excellent. C'est le mec qui a la tête brûlée, pas forcément... c'est pas forcément un gentil, mais il a ce truc, quoi. Il a vraiment là aussi, il a cette fibre, il a ce magnétisme. Enfin, il mogue complètement des gars comme Jesse Eisenberg, quoi. Le mec, il est polyvalent, quoi. Il peut jouer des mecs d'action, des losers, des pauvres types, des yes life. Le mec, il peut tout jouer.
En numéro 4, acteur super connu que vous kiffez sans doute, Chris Pratt. Ce mec-là, oui, il est cool, oui, il est beau gosse, oui, il est balèze, mais en dehors de ça, je veux dire, son jeu est très limité. Passenger, un film que j'ai adoré, où il est pas mauvais, hein, je vais pas vous mentir, mais il est pas mauvais, mais il est pas non plus incroyable. C'était juste l'acteur bankable du moment avec Jennifer Lawrence, c'est pour ça qu'ils les ont mis ensemble dans ce film. Le film est intéressant, mais sa performance n'est pas incroyable. Tout comme sa performance n'est pas incroyable dans Jurassic World, comme je sais que vous le kiffez dans Les Gardiens de la Galaxie, je sais cependant, il aurait pu être remplacé par un autre acteur. Le truc, c'est qu'il surjoue le mec cool, voilà, avec son petit regard, là, sur le côté en mode interrogateur. Je le trouve mauvais quand il essaye de jouer le sérieux, mais je le trouve... C'est plus un mec, justement, que je vois que j'imagine plus dans le comique, comme par exemple, j'ai trouvé fun dans Wanted, par exemple, il y a ce même qui circule où je trouve il est super drôle avec cette gueule, quoi, mais je trouve que ce mec-là, il a plus une tronche à faire de la drôlerie, plus que des bouffonneries, parce que dans les films où on le voit faire, voilà, essayer de jouer le mec drôle, c'est de la bouffonnerie, comme on l'a vu dans Jurassic World, dans ces films-là, dans Les Gardiens de la Galaxie, il fait pas de la comédie, il fait de la bouffonnerie, et ça j'ai du mal, parce que c'est un Tchad, un type qui est vraiment, qui en soi, qui est comme Henry Cavill, quoi, je veux dire, il a cette prestance, il a ce physique, mais il a pas pour autant ce super jeu d'acteur, et il a pas non plus ce magnétisme, il a pas non plus cet acting qui fait que quand il rentre dans une pièce, on est émerveillé par sa prestance, sa belle gueule, etc., mais on n'est pas séduit pour autant du point de vue du talent. Je me comprends ou pas? Enfin bref, moi perso je le trouve surcoté, voilà, c'est mon avis. Pour contrecarrer, je sais pas, je vais dire William Dafoe. Voilà, fallait bien que je le cite, et William Dafoe, à chaque fois qu'il apparaît, ce mec-là, il me surprend, je le trouve toujours incroyable, complètement fou, complètement... Enfin, le mec, il est lunaire, quoi, on se demande de quelle planète il vient. Pareil, j'ai été marqué par sa prestation dans The Lighthouse, dans tout ce qu'il a joué, j'ai trouvé juste incroyable, dans Out of the Furnace également, que j'ai cité un peu avant, et c'est lui qui jouera prochainement dans Nosferatu, réalisé par Robert Edger, c'est le réalisateur de The Lighthouse. Il avait d'ailleurs un tout petit rôle également dans The Northman, où il joue le rôle du bouffon. On le voit quoi 2 minutes, et pourtant il va vous marquer à vie, c'est clair et net, juste avec ce petit rôle, et quoi qu'il en soit, il va jouer donc Nosferatu, a priori, si j'ai bien compris, quoi. Enfin, il va jouer dans le prochain Robert Edger, et j'attends de voir ça. Voilà, je voulais parler de lui, donc c'est fait. En numéro 3, Ben Affleck. J'adore Ben Affleck, je l'ai adoré dans Batman, je l'ai adoré dans Triple Frontière, je l'ai adoré dans Gone Girl. C'est un bon acteur, mais c'est pas un acteur grandiose. Je trouve, par exemple, à titre de comparaison, Matt Damon bien plus talentueux. Je sais pas, c'est une question d'apparence, une question de, je sais pas, de feeling, d'image qui dégage. Et le truc, c'est que, pareil, Ben Affleck, c'est un acteur de grande taille, beau gosse, stock, exactement, comme étant Henry Cavill, parce que c'est un petit peu le Henry Cavill avant l'heure, quoi. Dans les années 2000, vous vous rendez pas compte, mais Ben Affleck était super connu, même s'il s'est très vite fait déglinguer par la presse, etc. À l'époque, c'était voilà, le jeune acteur, beau gosse, qui commençait à éclore à Hollywood, qui avait joué dans les Armageddon, les Pearl Harbor, les trucs comme ça. Et il a eu une période de creux, puis il est revenu en force début 2010, et je l'ai trouvé bon dans Batman, j'ai trouvé bon dans Gone Girl, mais pas au point de le trouver juste fantastique. Il a cette prestance, il a cette force, il a cette humanité, mais je trouve qu'il a beaucoup moins de talent que son frère, qui est lui sous-coté, Casey Affleck, que je trouve vraiment très bon. Je l'ai adoré là aussi dans Out of the Furnace, où là je l'ai trouvé vraiment excellent en termes d'acting, il était très bon également dans Triple Nine. Il a ce truc, il a ce... pareil, là je peux pas l'expliquer, mais il a pour le coup ce magnétisme, il a un magnétisme que n'a pas son frère. Pour le coup, là où Ben Affleck est bon, même si en acting, encore une fois, je le dis, c'est pas le pire acteur de l'univers, c'est pas ce que je dis, c'est pas grandiose par rapport à son frangin. Cependant, en réalisation, il est vraiment très bon, comme on a pu le voir par exemple pour The Town, pour Argo, pour ces films-là. Ben Affleck a plus à donner en tant que réalisateur qu'acteur. C'est déjà pas mal. En numéro 2, Schwarzenegger. Ok, j'adore comme tout le monde Schwarzenegger, mais en termes d'acting, c'est pas ça. Pas trouvé touchant, même quand il avait essayé par moments dans certains films, il a pas ce truc. Il peut être drôle, comme c'était le cas pour Un flic à la maternelle, il peut être fun et viril, comme c'était le cas pour True Lies, il peut être juste viril, comme ça a été le cas pour Predator. À la rigueur, en tant que daron, on l'avait très bien rappelé, merci Martin, dans les commentaires, mon super abonné, et c'est vrai qu'il était touchant dans Terminator 2, c'était quand même pas rien de rendre un robot touchant, mais en dehors de ça, c'était pas grandiose en termes d'acting, et je trouve que c'était de pire en pire avec l'âge, contrairement à Stallone, qui lui en termes d'acting est un monstre. Malheureusement, il s'est fait déglinguer en termes de réputation, surtout en France, notamment via son doublage absolument insupportable, qui le rendait beauf auprès de la population, mais quand on l'écoute en VO, Stallone est un acteur, c'est un véritable acteur, c'est un acteur, un réalisateur, voilà, un metteur en scène, un écrivain, parce que le mec il écrit beaucoup, il a rédigé beaucoup de scénarios, c'est lui qui est derrière Rocky, qui est derrière ces films-là, et le truc c'est que Stallone a un acting. Moi, il m'a fait chialer toutes les larmes de mon corps dans Rambo, il m'a fait pleurer dans Rocky, il m'a touché dans ces films-là, quoi. Même dans des films un peu plus, on va dire, mineurs, je le trouvais vraiment très bon. Rocky, il a fait quelques films foirés dans sa carrière, comme tout le monde. Bref, je m'égare, mais quoi qu'il en soit, Stallone, grand acteur. Et
enfin, pour terminer, on va parler d'acteurs français, et pour moi, un des acteurs français les plus surcotés du moment, c'est Omar Sy. Alors Omar Sy, c'est marrant, parce qu'on nous le vend toujours comme une super giga star, alors que, bah, à part dans Intouchable, il n'a pratiquement fait que des bides. Si vous regardez sa filmographie, vous apercevrez qu'il a fait... la plupart de ses films n'ont pas dépassé le 1 million ou le 2 millions d'entrées, alors qu'à chaque fois on nous le vend comme le plus grand acteur français du moment. Le truc, c'est que je pense que... voilà, il a cartonné pour Intouchable, et je veux dire, les gens ont fait style « Ah ouais, Omar Sy, c'est génial, machin », par espèce de... je pense, par antiracisme dissimulé en mode « Ah ouais, on va tous dire qu'Omar Sy, c'est génial, on va pas critiquer parce que sinon on va être taxé de raciste, machin ». Ça, c'est la mentalité française, et d'ailleurs, je note que c'est également une mentalité très hypocrite, propre, on va dire, à la mentalité, on va dire, l'intelligentsia française, c'est-à-dire que à chaque fois que Omar Sy, on lui donne un rôle, c'est le rôle du Renoir qui rigole, quoi. C'est le mec, c'est... franchement, voilà, c'est à chaque fois qu'on le voit, c'est pour rigoler. Je veux dire, on sent que les mecs, ils sont en mode, bon, écoute, si tu peux glisser quelques rires, voilà, rigoler à gorge déployée, voilà, ça attire le client, etc. Je trouve ça irrespectueux parce que ça, comment dire, il entretient le cliché, malgré lui, pour le chèque, j'imagine qu'il fait ça consciemment, il entretient le cliché du noir qui rigole tout le temps, alors que, je veux dire, quand il va aux États-Unis, même si ses prestations sont pas incroyables, au moins là-bas ils font tourner dans des gros blockbusters, ils tournent dans Jurassic World, ils tournent dans X-Men, enfin ils ont un peu plus de respect pour lui, quoi, alors qu'en France on le traite vraiment comme le Renoir rigolard, quoi, on l'entretient, on le garde dans cette case, et je pense que personne ne veut lui proposer autre chose que des rôles comme ça, alors que je pense qu'en travaillant un petit peu en termes d'acting, je pense qu'il pourrait être bon. Enfin, je l'ai vu dans Dr. Knock, je l'ai pas trouvé incroyable, je l'ai même trouvé nul, tout simplement, parce qu'il n'a pas réussi à transmettre cette émotion, mais je pense que c'était plus pour le coup une question de direction qu'autre chose. Enfin, je trouve que le management de Omar Sy en France est vraiment insultant. Je l'ai trouvé juste grotesque dans Lupin, vraiment mais nul. Enfin, je veux dire, le mec sait rien transmettre. Mais encore une fois, je dis, c'est, je pense, une question de mise en scène et de direction, parce que malheureusement, les films français, les séries françaises, ils se ressemblent. C'est toujours, c'est les mêmes plans, les mêmes travelling, les mêmes idées de mise en scène. C'est la plupart des films français, c'est ça. Ils ont un cahier des charges, ils le respectent et basta, quoi. Ils posent les acteurs, machin. Enfin, c'est incomparable avec ce que j'ai pu voir dans le cinéma américain, cinéma espagnol, cinéma anglais, cinéma coréen. Bref, quoi qu'il en soit, pour moi, Omar Sy est surcoté, à mort. Et c'est clair et net que ce sera jamais le Denzel Washington France, et ça c'est sûr et certain. Et pour contrecarrer avec un acteur français, je vais citer Nicolas Duvauchel, excellent acteur, trop sous-coté pour moi, on le voit pas assez alors que pourtant il a cette force, il a cette prestance, il a cette fureur en lui, il a comme cette rage qui est dissimulée, puis surtout il a ce côté mec normal. Et c'est un mec normal, parce que c'est pas un type qui a été pistonné, c'est pas un type qui était, qui est le fils de quelqu'un. À la base, il a été repéré dans un club de boxe thaï quand il était ado, parce qu'il avait une belle gueule, machin, etc. Un mec l'a repéré, paf, l'a fait tourner dans il a eu des sauts rôles, puis il a grimpé les échelons, et je trouve que malheureusement, il n'a pas éclos comme il aurait dû, quoi. Alors oui, il est considéré comme un des plus grands acteurs français du moment, mais je trouve qu'il mérite largement mieux. Et je l'ai trouvé excellent dans la série Cœur Noir, voilà, très bonne série que je vous conseille, très bonne série une série française de bonne facture. Je l'ai trouvé très bon dans tous les rôles où je l'ai vu, à chaque fois que je le voyais dans un film, il crevait l'écran, il a cette voix, il a cette prestance, bon, c'est pas non plus Robert De Niro, mais il a quand même ce truc, quoi. Il a ce truc qu'ont les mecs de la street, quoi, les mecs de la rue, quoi. Ça se ressent, et je l'ai trouvé par exemple hyper touchant dans ce film que je trouve horrible, qui est Secret Défense, vraiment un film très froid, très dur, très noir, très... ce film m'a mis dans le mal, quoi. Et puis il joue un jeune prolo qui est complètement paumé, qui se fait humilier par sa mère, vraiment terrible dans ce rôle-là, vraiment je veux plus revoir ce film tellement il m'a choqué. Il n'a rien de choquant, mais je veux dire l'ambiance tellement lourde que c'est mort, et je l'ai trouvé hyper touchant dans ce rôle, vraiment il a eu un jeu réaliste, et ça change des acteurs français. Il sait jouer le réel, il sait jouer il n'y a pas de surfait chez lui, un peu comme pour Benoît Magimel d'ailleurs, qui était très bon par exemple dans L'ennemi intime. Je le mets presque sur le même tableau, sur le même rang, parce que je trouve que Benoît Magimel il s'est un peu laissé aller avec le temps. Mais pour moi, dans L'ennemi intime, j'ai trouvé juste grandiose, et je trouve que Duvauchel a réussi à garder ce côté, cette dalle de l'acting. Je sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais vous m'avez compris. Bref, je le trouve toujours excellent à chaque fois qu'il apparaît quelque part. Bref, allez. Les gars, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ce petit top vous a plu. N'hésitez pas à donner votre top acteur sur ou sous-côté dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Allez, prenez bien soin de vous car c'est le plus important. Moi et Pampan, on vous dit salut. Ciao.